Alors quand je dis ça, j'ai l'impression de dire une banalité. D'autre part, je sais qu'elle choque. Et je sais pourquoi elle choque. C'est parce que ma position est, ce qu'on me reproche souvent, trop rationaliste. Et il y a dans la psychologie humaine des sentiments qui me semblent parfaitement irrationnels, mais qui sont certainement profonds, et qui sont des sentiments d'appartenance à des groupes qui engendrent des fiertés de groupe ou des hontes de groupe. Plus rarement des hontes que des fiertés, parce que les gens préfèrent être fiers que honteux. Mais par exemple, j'ai jamais compris, puisque maintenant vous avez ce débat sur l'identité nationale, comment on peut être fier d'être français. Pas parce que la France est Pétain, l'Algérie, un pays raciste, monstrueux, etc. Non, il y a beaucoup d'aspects positifs en France. Mais même si c'était le plus beau pays au monde, les gens qui sont nés ici, qui sont français de naissance, même des gens d'origine où leurs parents sont d'origine étrangère, n'ont rien fait pour être français si ce n'est être nés ici. Je pourrais comprendre qu'un immigré qui, à force de travail, etc., est devenu français, soit fier d'être français parce qu'il a fait quelque chose pour l'être. Mais comment peut-on être fier de l'endroit où on est né? On peut être content de l'endroit où on est né. Je suis certainement content d'être né dans un pays riche plutôt que dans un pays pauvre. Je ne suis pas fier. J'aurais plutôt tendance à dire que ça implique une certaine responsabilité, pas une certaine générosité, pas comme ça être fier de choses qu'on n'a pas faites. On peut être fier d'être un bon joueur de foot, d'être un musicien, d'être un cinéaste, d'être je ne sais pas quoi, un bon père de famille, mais pas fier de l'endroit où on est né. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est très, très répandu. Il suffit de regarder une équipe de foot, vous voyez un match de foot aux équipes nationales, les gens sont fiers que d'autres personnes qu'eux jouent bien au football, même s'ils ne savent pas jouer au football, parce que ces gens sont nés dans une ère géographique que les hasards de l'histoire et des guerres ont fait être leur pays. Ils sont fiers. C'est très, très répandu, et c'est répandu chez les intellectuels, c'est répandu partout. Bon. Mais, n'empêche, moi, je ne comprends pas. Alors, il y a des culpabilités collectives aussi, en particulier pour les Allemands. Alors, grosso modo, depuis le début des années 70, en France, culpabilité pour Pétain, pour Vichy, la guerre d'Algérie, culpabilité collective. L'Église catholique, etc. Et donc, il y a toutes sortes de culpabilités collectives qui sont apparemment transmissibles aux descendants et qui sont entretenues. Ce qui me dérange dans ces culpabilités, c'est non seulement qu'elles sont irrationnelles, mais aussi qu'elles sont très sélectives. Prenons par exemple l'Allemagne de l'Ouest après la guerre. Très très vite, elle est rentrée dans le camp américain contre l'URSS, elle était alignée contre l'URSS. Il n'y avait aucun devoir de mémoire, de culpabilité collective, etc., qui faisait que les Allemands auraient dû avoir une politique un peu plus pacifique vis-à-vis de l'URSS, à cause de quelques bavures commises pendant la guerre, 10 millions, 20 millions de morts, on ne sait pas très bien. Pas du tout, pas le moindre bémol de ce côté-là. Idem avec le Japon et la Chine, où il y avait des millions de morts. Idem avec le Japon et le Vietnam, qu'ils avaient occupé pendant la guerre, et le Japon appuyait l'effort de guerre américain. Pas de sentiment de culpabilité collective pour la guerre d'Algérie en France. Et, ce qui me paraît plus significatif, pas de sentiment de culpabilité collective aux États-Unis pour la guerre du Vietnam, où des gens qui étaient des hommes politiques à l'époque, qui étaient des militaires à l'époque, qui étaient jeunes, mais qui ont collaboré à cette guerre, comme Colin Powell par exemple, reprennent du service lors de la guerre en Irak ou en Afghanistan, ou tiennent des discours en faveur des guerres, etc., sans le moindre état d'âme et sans la moindre culpabilité, alors que là, un peu comme les Allemands, si vous voulez, dont l'élite avait collaboré avec les nazis, avait collaboré à la guerre contre l'URSS, après la guerre, eh bien, ici, l'élite américaine, même si elle a collaboré à cette guerre, elle n'a aucune culpabilité. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi j'aurais été coupable, moi, de crimes que je n'ai pas commis, qui sont commis avant ma naissance, alors que cette culpabilité ne s'applique pas à des gens qui, malgré tout, devraient se sentir alors responsables de ce qu'ils ont fait. Parfois, on me dit, tu utilises le mot coupable de façon un peu trop précise, mais que penses-tu, par exemple, de responsable, ou de préoccupé, ou de concerné, ou de scandalisé par ce qui s'est passé? Ok, qu'il faut tirer des leçons de l'histoire. Ok, ça je suis d'accord, il faut tirer des leçons de l'histoire. Seulement, le problème que j'ai, c'est que tel que l'Holocauste est utilisé dans le discours aujourd'hui, particulièrement par rapport à l'Iran, par rapport aux Palestiniens, par rapport à l'Irak avant, etc., il est presque toujours utilisé pour encourager la guerre, particulièrement la guerre préventive, la guerre contre le mal. On a cette idéologie qui me paraît historique aussi pour le nazisme, qu'il y a seulement le mal, c'est un diable qui sort d'une boîte, et ce diable, il faut l'écraser, il faut que les forces du bien se mobilisent, et le rappel de l'Holocauste rappelle aux forces du bien de se mobiliser pour écraser les talibans, Ahmadinejad, Saddam, etc., etc. Et moi, je pense justement que la conception humaniste de l'histoire que j'avais quand j'étais jeune me dit qu'effectivement l'histoire doit être étudiée, mais non pas pour
trouver des arguments supplémentaires pour de nouvelles guerres, de nouveaux antagonismes, etc. Mais au contraire, pour comprendre les peurs des autres peuples, les peurs des Chinois par souvenir de la période coloniale, les peurs des Iraniens pensant au renversement de Mossadegh, les peurs des Arabes suite évidemment à la création d'Israël, à la trahison lors de la chute de l'Empire turc, les accords Sykes-Picot, etc., qui découpaient le monde arabe entre puissances coloniales, la guerre d'Algérie, l'opération de Suez, etc., etc. Vous avez tous ces événements historiques qu'on ferait bien d'avoir en tête, mais non pas pour lancer des cris de taillot vers de nouvelles offensives, de nouvelles menaces, etc., etc., mais plutôt pour comprendre ce qu'il y a, les peurs qu'il y a chez les autres peuples, même quand elles sont irrationnelles. Bon, la Chine ne va pas être envahie, par exemple. Bon, c'est vrai qu'ils sont assez puissants, mais il y a des peurs irrationnelles. Les peurs de l'URSS après la guerre face à la menace occidentale, etc., etc. Les comprendre et voir, même quand elles sont irrationnelles, comprendre que chez nous aussi il y a des peurs irrationnelles. Et combattre les peurs irrationnelles des autres, chez nous, en comprenant celles des autres. Et donc ça, c'est ce que j'appellerais les leçons humanistes qu'on peut tirer de l'histoire, qui ne sont pas, malheureusement, celles qui sont la plus souvent tirées à partir de cette culpabilisation. Ce n'est pas une question de culpabilisation, c'est une question de compréhension à travers l'histoire de l'humanité.